Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Démonstration. Mon nom est Antoine Giasson et je serai votre animateur pour les prochains 5 minutes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Gabriel Éluard qui va nous présenter ses souliers de basketball. Bonjour Gabriel. Salut, ça va bien? Ça va bien et toi? Oui, merci beaucoup. C'est quelle sorte ces souliers-là? Fait que là, ça, c'est des souliers Jordan. Puis ça, c'est une marque que la plupart du monde connaissent. Mais c'est Signature de Westbrook. Puis c'est ses premiers souliers qu'il a fait avec Jordan. Fait que c'est les Westbrook One. Puis c'est ça, ouais, c'est vraiment juste les premiers souliers qu'il a fait avec Jordan. Ouais. Cool. C'est quoi que tu préfères de ces souliers-là? J'aime vraiment le fait qu'ils sont bas. Parce que moi, j'aime pas les souliers qui sont hauts parce que on dirait que c'est comme tête sur mes chevilles, puis je peux pas vraiment bouger bien, puis comme le changement de direction se fait moins bien. OK. Fait que le fait que c'est bas, j'aime ça beaucoup, puis on dirait que c'est plus aéré aussi. C'est moins genre chaud, tu sais, ça fait moins Ouais, fournaise. t'as plus de mobilité. Mobilité aussi, c'est ça, puis ils sont plus légers aussi. Parce que d'habitude, les souliers plus hauts sont vraiment lourds, puis on dirait que genre, mes pieds restent à terre là, quand j'essaie de bouger Ouais. avec ça. Cool. Puis, Ouais. entre tes pratiques, ces souliers-là, c'est où que tes entreposes? Mes souliers, d'habitude, je les laisse ici, dans le locker room des Coyotes, parce que j'ai des pratiques 3 fois semaine. Fait que c'est plus pratique de les laisser ici, mais des fois, je ramène à la maison. Là. OK. Mais de temps en temps, ouais. Puis, comme tu viens de dire, tu les utilises environ combien de fois cette semaine? C'est ça. Fait que là, j'ai 3 pratiques par semaine de volleyball, puis en moyenne 2 games, ou non, en moyenne 1 game par semaine de volleyball, puis 1 game de basketball, que je fais dans ma men's league. Là. OK. Puis, fait que là, c'est genre peut-être 4 fois en moyenne par semaine. Ouais. Quand C'est même, beaucoup. quand même. Ouais. Puis, ça dure combien de temps environ, ces paires de souliers-là? Tu dis que tu les Ces utilises paires? environ 4 fois semaine, c'est quand même Ouais, beaucoup, là. c'est ça. Si tu l'utilises beaucoup comme moi, ça va durer genre 1 année, là, 1 année et demie peut-être, parce qu'ils s'abîment très facilement. Là. La semelle, il n'y a plus de grip après 1 année, c'est sûr, là, si OK. tu l'utilises 4 fois semaine. Ouais, c'est sûr. Puis, je suppose que t'es sors pas dehors, hein, ces souliers-là. Non, 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 pas avant qu'ils sont assez abîmés. Tu sais. Je les sors dehors juste quand ils sont comme trop abîmés. Puis c'est là vraiment que je peux l'utiliser pour jouer au basket dehors, mais c'est ça ma, tu sais, Ouais. un peu qu'est-ce que je fais. Là. Puis, c'est quoi l'aspect particulier de ce soulier-là que tu préfères le plus? Le plus, ben j'aime beaucoup la couleur aussi, là, comme juste all black comme ça. Je trouve OK. que ça peut aller avec n'importe quoi, n'importe quelle couleur. Là. Ouais, ça Ouais. c'est sûr. Puis, y a-tu, dans les paires de souliers de basket, ça se compare à. Ça va dans quelle gamme, ça, ces souliers-là? Y a-tu meilleur comme qualité ou. Ouais, je pense que hmm, j'ai déjà eu des Paul George, des PG-13s, que j'ai plus aimé que ceux-là parce que justement ils étaient plus bas. Puis ils étaient moins genre, comment tu dis ça en français, comme bulky, Ouais, moins gros, là. moins gros. Là. Comme tu vas en arrière ici, c'est plus gros, fait que c'est juste le look un peu qui est un peu plus gros. Puis les souliers que j'avais avant, ils paraissaient moins, plus petits. Puis ben, je pense que c'est plus ça que j'aime plus. Là. OK. Puis ouais. Puis la compagnie, c'est une compagnie qui a été créée par Michael Jordan Ouais. dans les années. Ouais, c'est ça, ça Euh, fait longtemps. Est-ce qu'il a déjà joué avec ces souliers-là, tu penses? Michael Jordan? Non, je pense pas. Non, c'est Parce ça. que, Il fait juste créer des paires, ouais, mais c'est il les porte ça. pas nécessairement C'est toutes, juste en là. partenariat avec Westbrook, là. Parce que là, OK. il vient d'en sortir d'autres avec Luka Doncic. Mais je pense pas il met ses propres souliers à lui, qu'il lui a fait. Mais pas ceux qu'il fait pour les autres joueurs, des nouveaux joueurs qui rentrent dans la ligue, là. OK. Ouais. Mais c'est des Jordan, mais ça va. La compagnie en tant que telle, c'est Nike qui Euh, distribue Jordan Puis ou. maintenant, avant, c'était Plus Nike. maintenant? C'était Nike. OK. Mais là, à cette heure, Jordan, il est vraiment tout seul avec. C'est OK. Jordan puis Nike, c'est 2 compagnies différentes. Ouais. Cool, ben Ouais. merci Gabriel, c'était vraiment intéressant. Ouais. Donc, merci de nous avoir écoutés. Au retour de la pause, on va recevoir Adia qui va nous présenter son flacon d'acide salicylique. Merci. L'acide. Ils vont faire fondre du monde dans des bains. Ça m'avait dit. C'est qui C'était la cata, hein?
et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Badel qui va nous parler de l'huile d'argan. Bonjour Badel, comment ça Bonjour va? Adia. Oui, ça va bien et toi? Ça va, merci. Merci. Sans plus tarder, on commence par la première question. C'est quoi l'huile d'argan? En fait, l'huile d'argan est une huile végétale produite à partir des fruits de l'arganier. Il est riche en vitamine A, vitamine E, les antioxydants et beaucoup des avantages et des, des acides gras essentiels et tout ça. D'accord, mais à votre avis, comment est-ce qu'on peut savoir si l'huile d'argan est comme une bonne qualité ou plutôt comme, je sais pas. Ok, la qualité des bonnes huiles dépend pour beaucoup de modes de récolte et de fabrication de sa production. Pour obtenir un produit de bonne qualité, il faut avoir l'assurance que toutes les chaînes de production suivent un cahier de charges strict et contrôlé, donc certifié. Ah d'accord, ok. Donc il existe vraiment comme un genre d'huile d'argan qui ne sent pas comme authentique. Il y a des huiles, enfin, on peut trouver l'huile d'argan une bonne et une mauvaise aussi. Oui, Oui. oui, toujours, il y a de la bonne qualité et il y a de la mauvaise qualité. Surtout dans les régions, on trouve les gens locaux produisent une huile de bonne qualité. Et parfois, les grandes usines, les grandes sociétés, ils produisent des huiles de mauvaise qualité, que c'est juste commercialisé, c'est tout. Ok, mais comment on peut savoir que c'est la bonne? Ça dépend de la couleur. Pour l'huile d'argan qu'ils utilisent dans la gastronomie, on le goût, on le sent et Ok, c'est tout. Et pour le cosmétique, c'est juste la couleur. ok, mais pour Ça le va côté être- alimentaire? Oui, ils utilisent beaucoup les grands chefs, Ah oui, ouais, surtout même dans pour la gastronomie cuisiner. française, la gastronomie marocaine. D'accord, d'accord. Mais est-ce que, comme vous avez dit, il y a comme côté alimentaire ou aussi côté cosmétique? Pour Ouais. le côté cosmétique, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Utilisé depuis des siècles par les femmes berbères. Et pour ses propriétés cosmétiques, cette huile de couleur miel est riche en acides gras essentiels, oméga 6 et vitamine E, antioxydants qui préviennent le dessèchement de la peau D'accord. et l'hydratation de la peau. Ouais. D'accord, parfait. Et est-ce que, genre, comme ce produit artisanal, est-ce qu'il contribue à la croissance économique et même à la croissance comme des emplois? La grande majorité de la production d'huile d'argan passe par des coopératives féminines d'huile d'argan. Ce sont juste des coopératives dans les régions. Et environ 2000 personnes travaillent dans les coopératives consacrées à l'huile d'argan. Quelques 2 millions de personnes vivent de cette industrie et D'accord. qui a fourni plus de 20 millions de journées de travail en 2009. Et Ok. après, les principaux pays importants sont la France, 78%, l'Allemagne, 7,6% et la Suisse, 7%. Ah, d'accord, donc, ok, parfait. Mais est-ce que cette huile, par exemple, j'ai entendu parler que comme l'utilisation de cette huile, elle contribue aussi à comme éclaircir la peau, si par exemple tu as Ouais. comme des taches ou des Ouais, trucs de ouais, même. surtout ça. Surtout, il utilise, on dirait 70% cosmétique. Et les 30%, c'est gastronomie. Et est-ce que ça a des bienfaits sur la santé, par exemple, si tu prends comme Ouais, l'huile comme je t'avais d'argan? dit ailleurs, c'est riche en vitamine E, vitamine et tous les acides minéraux et tout ça. D'accord, parfait. Bon, bah, à part ça, est-ce que cette huile que vous avez amenée aujourd'hui, est-ce que c'est plus cosmétique ou alimentaire? Celle-là est cosmétique et est faite au Canada. Oh, bon, bah, C'est un parfait. produit canadien. Parfait, bon, Mais bah, merci. l'huile d'argan marocaine. D'accord, parfait. Bon, bah, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et pour vous à la maison, attendez-nous pour la prochaine émission avec Badr comme animateur. Merci, au revoir.
Salut à vous tous et bienvenue à notre émission Démonstration. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Damien Louis qui va nous parler de son casque VR. Salut Damien, Bonjour, ça va bien? ça va assez bien. Oui. Donc, commence avec la première question. Pourquoi avez-vous apporté cet appareil en particulier? Parce que pour moi, ça c'est un des appareils que j'utilise chaque journée. Pour moi, il y a rarement une soirée que je ne l'utilise pas. Et j'ai apporté cette casque en particulier parce que avant, moi j'ai utilisé mon Oculus Quest que à ce point est pas exactement dans la condition Ah ouais. optimale. C'est un peu dégueulasse, honnêtement. Donc, éventuellement, j'avais besoin d'avoir un nouveau casque. Donc, C'était un bon achat? pour moi, c'est certainement parce que avec ce type de manette, je suis même capable de... Ça peut même voir où qui sont, même derrière moi, parce que Ça sert à quoi cette manette-là? ces manettes, je suis capable de naviguer le monde virtuel, donc C'est comme la console. dans une manière, mais avec celle-ci, il y a une pour chaque de mes mains et ça ne tombe pas. Donc, ouais. tu n'as pas besoin d'inquiéter de juste comme le lancer et ça brise ta télévision. Et tu as besoin d'acheter une autre télévision qui coûte comme combien de mille de dollars? Ah ouais. Mais ça, c'est aussi très cher. Mais pour moi, c'est quand même un bon achat, même si que c'est haut Parfait, dans la- c'est impressionnant. Et parlez-moi d'autres accessoires. Donc, tout Commençons par ici. Donc, tout ça vient ensemble. Il y a la manette, le système Lighthouse où il y a des lasers qui va tout partout dans le monde. Qui détecte ton mouvement et tout ça. Mhm. Ça frappe la manette et ça c'est comment que ça le prouve. Et j'ai aussi acheté 7 systèmes qui sont des petites affaires que tu mets comme celle-ci, je la mets sur mon pied et dans la réalité virtuelle, avec mon personnage, je suis capable d'avoir entièrement tout le contrôle de mon personnage. Donc, c'est que mes pieds bougent, mon personnage bouge aussi. Et en plus, tout le monde dans la réalité virtuelle pourrait le voir aussi. Donc, dans une manière, ceci aide à démontrer comme notre langue du corps, parce que eux autres vont voir comme notre posture et quoi d'autre. Ok, parfait. On passe à l'autre question. C'est quoi vous avez fait avec tout ça? Donc, avec toute cette kit, j'étais capable d'explorer ma créativité en faisant des mondes virtuels. Donc, moi, je suis très intéressé à le monde virtuel DJ, on pourrait dire. Donc, moi, j'ai fait une couple d'événements au passé et honnêtement, ça a allé tellement bien. Et non seulement, je suis aussi capable de faire des documentaires. Donc, avec tout ça, et une de mes amies en vraie vie, j'étais capable de produire mon propre documentaire. C'est appelé Cross Réalité. Tu as fait un documentaire juste avec ça? Ben, c'est un documentaire qui se prend place en réalité virtuelle et en vraie vie. Et ça parle à propos comment la réalité virtuelle pourrait aider une fille trans à... Donc, iCloud. c'était tout en virtuel. Je dirais moitié. Il y a des parties qui sont faites en vraie vie, il y a des parties qui sont Ok, faites... merci Damien. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre visite dans notre studio aujourd'hui. Et en passant à l'autre émission, nous accueillerons Zachary Matrolin qui va nous montrer son batterie et c'est la fin. Merci beaucoup Damien. De rien.
Bonjour à tous, mon nom est Damien Louis et bienvenue à l'émission Démonstration. Aujourd'hui, je suis avec Zachary Madrollet pour parler au propos de cymbales. Je suis très intéressé au propos de ce sujet, donc merci tellement pour venir à cette émission, Zachary. Ça fait plaisir, Damien. Donc, j'aimerais demander, pourquoi que tu as choisi une cymbale? En fait, parce que moi, je suis un musicien dans l'âme, je joue beaucoup de batterie. Et ben la cymbale, en fait, c'est une partie très importante de la batterie. Parce que pas mal dans toutes les chansons qui contiennent la batterie, il y a des cymbales qui sont utilisées. Et j'ai choisi celle-là en particulier parce que c'est ma cymbale préférée. Oh. Il y a-t-il une raison particulière que cette cymbale est ton favori? En fait, c'est une cymbale que j'utilise presque à toutes les fois que je joue, dans toutes les chansons que je sais jouer. Ou juste quand je fais, exemple, je m'amuse à faire des choses, c'est vraiment pas écrites, je fais juste ça pour le fun, ben, je l'utilise souvent. J'aime beaucoup le son qu'elle fait, honnêtement. Puis, comme là, tu peux beaucoup utilisé, elle est un peu sale. J'ai oublié de la laver avant de venir à l'émission. Mais ça arrive, hein. Au moins, tu vois qu'elle n'est pas là pour décorer, elle est beaucoup utilisée. Puis, sinon, c'est pas mal ça, là. J'aime vraiment le son qu'elle fait, là. Et est-ce qu'il y a une particulière raisonnement que c'est la marque Sabian? En fait, c'est bien. En fait, j'ai été très influencé aussi par des drummers que j'idolâtrais quand j'étais plus jeune. J'idolâtre toujours d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui disaient cette marque-là. Puis vu que je suis très influençable, ben, je suis allé avec cette marque-là aussi. Le AAX, par contre, ça, c'est la série. Et je suis allé avec cette série-là parce qu'il existe plusieurs séries de. C'est bien, mais je suis allé avec cette série-là parce que je trouve celle que le son j'aimais le mieux, en gros. C'est un son qui est quand même puissant, qui est riche, puis que ça vibre longtemps quand même la cymbale, ce que j'aime beaucoup. Right. Et quel modèle est cette cymbale? Ça, comme j'ai dit, là, c'est une crash. Ça, c'est un concept crash qui appelle, tu sais, il y a des explosion crash, juste crash normal. Donc, crash, en gros, c'est la cymbale qui est souvent utilisée. C'est, en gros, dans toutes les chansons que tu as entendues dans ta vie, c'est clair qu'il y en a une. En gros, la crash que ça fait, c'est au début, c'est un son puissant. Instantanément, tu seras dessus, ça fait pshhh, c'est vraiment fort, vraiment puissant. Et ça s'étire dépendamment de la grosseur de la cymbale, le matériau et tout. Il peut durer de plus ou moins longtemps. Donc, c'est ça. Puis AX, comme je dis, c'est la série de la marque qu'ils ont faite. Right. Et est-ce que ça coûte cher d'avoir cette particulière cymbale? En effet, oui, les cymbales, ça coûte très, très cher. Tu sais, c'est clair que tu peux pogner des cymbales moins chères à des prix vraiment très bas. Comme, tu peux pogner des cymbales à 100$. Mais moi, je te dis, si tu veux vraiment des bonnes cymbales, de la bonne qualité, dépense, vois ça comme plus un investissement parce que non seulement le son va être meilleur, mais ça va durer plus longtemps, voire même toute une vie. Là, il faut en prendre soin aussi. Comme là, elle est un peu sale, il faudrait que je la lave un peu. Surtout éviter que ça rouille, fait que la laver avec les bons produits qui se vendent en magasin. Puis comme exemple, une cymbale comme ça, celle-là vaut environ 300$. Fait que avoir plusieurs cymbales, ça vaut, comme je dis, il faut vraiment se prévoir un gros budget. Des fois, il y a des marques qui font des bonnes affaires, c'est qu'ils vendent un package avec plusieurs cymbales dedans, fait que ça revient moins cher. C'est acheter les 4 cymbales en même temps que séparer. Mais vraiment, quand tu les achètes séparés, tu sais vraiment qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu veux. Fait que c'est mieux comme ça, dépendamment de ce que tu recherches. Là. Et si je souviens, dans une kit, tu as besoin de multiples cymbales? Moi, genre, de base, pour un bon son, moi, je recommande au moins 3. 3 cymbales, une crash, une ride, puis un hi-hat. C'est vraiment les 3 cymbales de base qui produisent tout un son différent. Puis après, dépendamment du style de musique que tu joues, ce que tu veux jouer, ça prend plusieurs. Comme tu sais, il y a des kits qui ont comme 10 crash, il y en a qui en ont juste une. Tout, là, ça dépend. Alright, ça c'est intéressant, mais désolé, mais ça c'est la fin d'émission. Vas-y. Merci tellement pour venir à cette émission de démonstration. La prochaine émission, on va avoir Maud Petclay, qu'elle va montrer sa livre électronique. Je suis intéressé sur quel livre elle écoute. Au revoir.
Bonjour, chers téléspectateurs. Je m'appelle Zachary Matrolin et je serai votre animateur pour cette émission. Donc aujourd'hui, nous avons l'énorme chance de recevoir mademoiselle, la personne Maude Pétrin, qui va nous parler d'un objet qu'elle affectionne plus que son père. Donc sans plus tarder, débutons. Maude, comment tu vas, Maude? Ça va bien, toi? Ah, je suis une petite boule d'énergie aujourd'hui. Donc, Maude, tout simplement, pourquoi as-tu choisi cet objet? Ouais, donc j'ai toujours aimé ça, la lecture. Puis j'ai toujours, quand j'étais plus jeune, tu sais, les livres, ça a toujours quand même été dispendieux. Fait que quand il y a eu les livres électroniques, là, donc e-book, des choses comme ça, ben je trouve que ça valait plus la peine d'aller comme ça parce que les livres, c'est moins cher en ligne que quand tu les achètes version papier. Ah ouais, ah ouais. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Fait que, à part que c'est moins cher, c'est quoi les autres avantages d'avoir un livre électronique? Oui, moi je trouve ça super le fun, exemple, quand on va lire la nuit là, avant de se coucher, là, avant de dormir, bon, ben, souvent on a besoin d'allumer une lumière, tandis qu'avec ça, ben, c'est comme avec un téléphone, une tablette, il y a la luminosité que tu peux gérer là, déjà là, dedans. Puis je trouve ça aussi super intéressant parce que je pense que la mienne, elle a 16 gigs, fait que c'est à peu près comme 3000 livres, là. Fait que, tu sais, on s'entend que ça en c'est fait pas de la mal. lecture, tout Ouais, ça. c'est ça. C'est pas mal. Tu sais, là, donc, je peux avoir n'importe combien de livres que je voudrais. Puis, par exemple, on peut aussi changer la grosseur des lettres. Fait que, tu sais, les gens qui ont plus de misère, tu sais, à voir, ben, tu sais, ils peuvent grossir les lettres. Fait que, tu sais, c'est quand même vraiment intéressant. C'est vraiment versatile. Puis, tu sais, on peut faire des recherches super facilement aussi là, dessus. Donc, moi, la mienne, c'est vraiment juste un livre électronique. Fait que la seule chose que je peux avoir dessus, c'est vraiment juste des livres. Je peux montrer ici, là, quand j'ouvre la bibliothèque, là. Attendez. Ah, il y a une bibliothèque dedans. Oui, mais c'est ça. Caroline. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste, là, des livres. Puis là, ben, tu sais, c'est ça, ça peut... ça va... Puis c'est ça, celui-là est en noir et blanc. Par exemple, tu sais, la version un peu plus chère là, est en couleur, mais dans le fond, c'est juste un livre. Là, fait que j'avais pas vraiment besoin du noir et blanc. Les lettres, ça reste en noir et blanc. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment plus pour les images. Puis, tu sais, je lis pas de BD ou bande dessinée, des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça m'allait bien. Pourquoi? C'est une bonne question. J'ai déjà essayé, mais ça m'accroche pas dans l'histoire. Ils sont très beaux, les dessins. Je sais, mais comme j'ai l'impression que, vu qu'il y a beaucoup d'images dedans, ben, tu sais, ça se lit quand même vite aussi. Fait qu'on dirait que je suis comme à 1 heure, j'ai déjà fini, fait que je sais pas. C'est comprenable, c'est comprenable. Ouais. Sinon, est-ce que tu regrettes de ne pas lire des livres en papier? Est-ce que tu regrettes des fois? C'est sûr que des fois, j'ai un peu de nostalgie, tu sais, de lire des livres en papier, tu sais, surtout quand c'est comme des livres super populaires ou, tu sais, des livres plus, tu sais, comme Jane Austen, où c'est vraiment une écrivaine populaire, tu sais, de comme... Oui, je connais tout à fait. Non, mais Très c'est ça, tu sais, dans voulant dire, j'ai l'impression de pas comme faire honneur à leur écriture, mais sinon, j'aime vraiment trop ma e-book là, pour comme revenir à papier. Fait que, tu sais, c'est sûr, un des avantages, c'est que quand tu as un livre en papier, ben, tu sais, t'as pas besoin de le recharger, on s'entend. Fait que quand des fois, ben, si t'as pas ton chargeur, puis t'es en train de lire, puis que ben, là, ben, t'as plus de batterie, ben, c'est plate, mais tu peux pas continuer à lire. C'est les risques du métier. Ouais, c'est ça. Sinon, est-ce que cette petite bébelle-là, est-ce que ça t'incite à lire plus de livres depuis? Je dirais que oui, surtout avec, c'est ça, celle-là, c'est avec Kindle, donc c'est avec Amazon. Puis avec Amazon, c'est un peu comme, il y a une version là, où ce qu'on peut acheter en ligne, un peu style Netflix, mais là, c'est des livres, fait que tu sais, on paye par mois, puis on a vraiment une grosse banque de livres. Yeah, OK, ouais, c'est quand même intéressant, mais là, il faut conclure. Fait que merci, chers téléspectateurs, de nous avoir écoutés. J'espère que votre bière était frette et qu'elle était bonne. Donc, on se retrouve la semaine prochaine avec une émission vraiment nice, pas tant de choses. Salut! Là.
Eh bien, salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien à la maison. Alors aujourd'hui, bienvenue à notre émission À découvrir. Et aujourd'hui, on reçoit notre invité qui est Maxime Alain. Donc, bonjour Maxime. Salut, salut. Fait qu'on va commencer tout de suite. Peux-tu nous parler de ton objet? Oui, dans le fond, mon objet, c'est un livre de Ouais. Geronimo Stilton. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui est de spécial avec ce livre-là, c'est qu'à l'intérieur, c'est 3D. Tu as des lunettes 3D, tu sais, les vieilles lunettes 3D, là, rouges puis bleues. OK, oh, Elle traite ça. OK, Puis- comme dans les films, vraiment. Ouais, comme- ouais, c'est ça. Puis, c'est vraiment, tu sais, des bonnes histoires. T'as des mots bizarres dedans. C'est vraiment cool. OK. En quoi cet objet-là, il est important pour toi? Mais dans le fond, moi, c'est vraiment un livre que je lis depuis que je suis jeune. J'avais une grande collection de ça. Tu sais, c'est un livre qui a marqué mon enfance. Puis un peu comme pas mal d'autres personnes, là. Je suis pas mal sûr que toi aussi, tu as déjà lu ça. Ben oui, c'est c'est- iconique, les Geronimo c'est- Stilton. Là, je me souviens, là, les petites soirées avec ce roman-là, c'était insane. Ah ouais, je passais des soirées à lire ça. Puis vraiment, c'est un livre qui a marqué Ben oui. ma jeunesse. Avec le petit grattage que tu sens là, et Ah, tout. ça, là, c'était nice. ça, c'est Ah drôle. ouais, ouais. Ça fait-tu longtemps que tu t'en lis? Ben, tu dis que ça a bercé notre enfance, fait que sûrement que oui, mais... fait Ouais, longtemps que- ben, tu sais, depuis que j'ai comme 8-10 ans, OK? j'en lis. C'est pas tous les jours, là, Ouais, c'est sûr. ouais, je comprends, là, mais OK, quand même, depuis un bout. Puis, c'est comment que tu as découvert Geronimo Stilton? Dans le fond, c'était à mon école. On avait une bibliothèque, puis il amenait toujours il essayait toujours d'amener des nouveaux livres. OK? Puis à un moment donné, ils ont amené ça, puis c'était vraiment, tu sais, c'était ceux que tu grattes, comme tu disais justement, Ah, puis tout le monde était ouais. comme, hey, un livre qui sent, tu sais, c'est cool. Ah, ouais, c'est Fait insane. que là, tout le monde a sauté dessus, puis moi, j'ai sauté dessus, puis je lisais ça. Je lisais ça, man, genre, j'en mangeais, puis wow. Fait que t'en as lu une gang, là. Ah ouais, T'en ouais, as-tu un coup de cœur un peu? Il y en avait un, je me souviens plus du nom. C'était avec comme Dracula. Ah, OK, ouais, Ouais, OK, je sais je lequel peux- tu ouais, parles. Je me souviens ouais. plus du nom et tout, mais celui-là, il était... Ah, celle-là, j'ai lu c'était- comme 2-3 fois, là. Ouais, ouais. C'était vraiment bon. Là. Puis, parce que Geronimo Stilton, c'est comme un type de roman, tu sais, comme plus enfant, mais vraiment avec des grosses découvertes. Fait que c'est Ouais. pas mal tout âge. Mais y a-tu plus qu'un livre dans ce genre-là? Ah ouais, ben, je te dirais des briques comme ça, Ouais. il y en a comme 10, il y en a pas vraiment beaucoup. Mais les petits livres, ça, il y en a, je pense qu'il y en a au-dessus de 200, là. Ouais, c'est Ah, ça, parce que beaucoup. t'as différents types, c'est ça. T'as les grosses briques comme ça, puis t'as les plus petits romans qui racontent des plus petites Ouais. histoires un peu. Ouais, genre. c'est ça. OK, Ouais. parfait. Puis, là, tu me disais que t'en as lu quelques-uns, mais t'en as-tu plusieurs à la maison de ces livres-là, ou c'est pas mal le seul 3D que t'as? Ouais, ça, c'est le seul, parce que j'en ai racheté un. Mais avant, tu sais, j'avais vraiment une grosse collection. Mais Ok. quand j'ai déménagé, je m'en ai juste débarrassé, vu que j'avais pas de place pour mettre ça, là. Ça prend de la place quand même assez. Hein. OK. Puis, ben, c'est sûr, le monde, quand il voit Geronimo Stilton, il pense direct à c'est un roman pour enfants. Mais Ouais. est-ce que toi, tu penses que c'est vraiment juste un roman pour enfants ou tu Ben, penses que. ben, c'est sûr que genre leur public cible, c'est les jeunes. Ça vient chercher les jeunes. Mais tu sais, tu peux lire ça, tu sais, j'ai 20 ans, genre 21, puis j'en lis Ouais, encore ben un. oui. Fait que, tu sais, tu peux aller ton imagination, puis c'est vraiment nice. Là. Alright. Puis pour cela, 3D, c'est quoi l'histoire un peu de. Si tu peux m'en résumer? Dans le Vite fond, fait. c'est juste qu'il fait un voyage dans le temps. Je l'ai pas encore fini. OK. Mais qu'est-ce que c'est? juste qu'il fait... Il cherche une machine pour voyager dans le temps, pour aller voir ses ancêtres. Puis c'est pas mal juste ça. Là. Après ça, des fois, tu vois des images 3D, puis là, tu mets tes lunettes, puis c'est comme, waouh, c'est vraiment Ouais. cool, tu sais. Fait que, ouais. Alright, ben c'est nice pour vrai. Puis, sinon, Puis aussi, en plus, c'est un livre originaire. Tu sais, ça, c'est originaire de l'Espagne, OK. puis c'est traduit OK, c'est en ça. Fait français, que ouais. c'est pas d'originaire français, c'est vraiment. Ça vient d'Espagne, puis Ouais, c'est ça a ça. été transcrit, puis c'est juste Well Wildlife. Ouais, c'est ça. Fait que Ok. ça, c'est un livre, je pense que c'est... Écoute, ma bad, mon chum. C'est Ah, tout le c'est temps chill. qu'on a aujourd'hui pour parler de Geronimo Stilton. Fait que restez des nôtres parce que, après nous, on reçoit Nathaniel Busson qui va nous parler de son disque vinyle de Stranger Things. Restez des nôtres, ça va être bien le fun.
Bonjour et bienvenue à l'émission Démonstration. J'espère que vous allez bien à la maison. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Gabriel Éluard qui va venir nous parler de ses souliers de sport. Salut. OK, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Et toi? Oui. Donc, pour commencer, là, justement, c'est quoi les sortes de souliers? Fait que ça, c'est des souliers faits par Jordan, je pense, qui est une compagnie que tout le monde connaît. Mais c'est une brand comme signature de Westbrook, puis c'est ses premiers souliers. Fait que c'est les Jordan 1. OK. Puis je pense que c'est les premiers souliers que j'ai jamais sortis avec Jordan. OK, wow. OK. Ouais. Puis c'est quoi l'aspect, là, justement, que tu aimes en particulier J'aime avec cette surtout- paire de souliers-là? Surtout qu'ils sont low top. Il y en a qui sont plus hauts, puis j'aime pas ça. Puis j'aime plus les low top parce que Ça veut dire quoi, l'autre? low top, c'est plus bas. Fait qu'ils sont pas hauts comme ça, mais ils sont plus bas. Fait qu'ils arrivent OK. aux chevilles. Puis Ah, OK, tu parles ici. ouais, c'est ça. là, Puis dans le fond. c'est OK. mieux, je trouve, pour le changement de direction. Puis Ouais, j'imagine, les sinon chevilles, c'est là. peut-être trop serré à la cheville, c'est puis ça. là, ben, t'es pas capable de c'est ça, bouger je trouve autant. que genre, là. je suis un peu pogné avec les chevilles quand elles sont trop hauts, les souliers. Là. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment ça l'aspect que j'aime. là. OK. Ouais. OK. Puis c'est où ce que d'habitude, quand tu les utilises pas, justement, tes souliers sont où? Est-ce qu'ils sont dans la maison? Est-ce qu'ils sont dans Je les laisse, l'entrée? Ou, Je les laisse dans le locker room des Coyotes, justement ici à la Cité. OK. Puis des fois à la maison quand j'ai genre des games de Men's League de basketball. Là. Mais majoritairement, ils restent ici à l'école. là. Mhm. Comme ça, ben, si jamais t'as une game, ben, tu sais que tu Ouais, les c'est oublies ça. pas, là, c'est ça. C'est ça, c'est vraiment comme... OK, ouais, je comprends. Puis tu les utilises combien de fois par semaine, environ, tes souliers? Par semaine, je dirais 4 fois ou non, ouais, parce que j'ai 3 pratiques par semaine de volleyball, OK. puis average 1 ou 2 games de volleyball, puis une game de basketball. Fait que je dirais comme 4 fois OK, en minimum, moyenne. là, Ouais, disons. c'est ça, minimum 4 fois par semaine. Là. Fait que c'est quand même beaucoup, là, tu sais. OK, ouais, C'est pour c'est ça ça. que j'aime ça les laisser à la Cité parce que Oui, c'est ici majoritairement que tu vas les non, c'est utiliser. ça. là. Puis c'est comme dans le milieu de comme où que je bouge toujours, parce que je suis un peu toujours partout dans la ville. Ouais, Gatineau, Ottawa, là, donc c'est comme je laisse dans le milieu. c'est ça. Puis comme justement, même si c'est plus des souliers de basket, ça va quand même bien pour le volley ou Ouais, c'est ça. même si tu pourrais les Ouais, c'est utiliser pour un autre sport. Ouais. J'utilise plus pour le volleyball parce que c'est comme je fais le team collégial, mais j'ai aussi une ligue de basket sur le bord, fait que c'est basket et volley. Puis des fois, c'est sûr que je peux l'utiliser pour d'autres choses. Là. C'est majoritairement juste pour les sports à l'intérieur, puis pas dehors. OK, si fait que je tu les mets l'utilises pas dehors. Non, parce que si je les mets dehors, ça va tout abîmer le grip en dessous. Genre. Ouais, la semelle. La semelle, ou- ouais, c'est ça. OK, je comprends. Ouais. Puis c'est ça, justement, ça dure combien de temps à peu près une paire de souliers comme ça? Ça, ça s'en vient à la fin de ses jours, je pense, parce que justement, la semelle, elle s'en vient tout abîmée, puis je glisse un peu à l'intérieur déjà. Ah, fait qu'en Fait que- dessous, ouais, c'est c'est rendu plat, Ouais, là, il n'y a fait que- plus justement là, de... Je dirais 2 ans, un an et demi peut-être. Un an et demi, si tu l'utilises beaucoup, c'est ça. OK, wow, c'est quand Ouais. même pas... Non. Ça dure pas longtemps, là. Non, c'est ça. C'est ça que je fais avec ces souliers-là. D'habitude, je les mets genre 1 an et demi à l'intérieur, puis là, quand ils deviennent trop abîmés, je commence à les mettre dehors. Justement parce qu'ils sont déjà abîmés. Puis je peux jouer au basket dehors avec au lieu. Puis je m'achète des nouveaux souliers pour l'intérieur. Pour l'intérieur. Ouais, pour pas C'est glisser. combien environ ces souliers-là? Ceux-là, il était, si je me rappelle bien, il était genre 120$ pièces OK. avant taxe. Puis est-ce que c'est mieux de les acheter, ou ça, il n'y a peut-être pas de différence, mais est-ce que c'est mieux de les acheter comme en ligne, sur le site même de la compagnie, ou ça peut être dans un, petit exemple, au Foot Locker ou ce que... Moi, je les ai achetés au Foot Locker. OK. Ben, c'est sûr que si tu veux des souliers comme spécifiques, puis tu veux genre acheter des choses dessus, c'est mieux d'acheter en ligne. Mais moi, je suis pas trop difficile. Tu sais, je vais au magasin, puis je trouve des beaux souliers, puis je les achète. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça n'a pas d'importance, comme... Ça va pas être de moins bonne qualité, même si tu n'achètes Non. pas, exemple, dans le magasin même, là, Non, c'est ça, ouais. de Je cette check juste vraiment compagnie-là, comme là. s'ils sont assez bas, puis de bonne qualité. Ouais, c'est ça. Ah, ben oui, c'est Ouais. vraiment intéressant. Merci Ouais. d'être venu aujourd'hui à l'émission. Ouais. Donc, vous à la maison, là, donc, restez des nôtres parce que la prochaine émission, ça va être avec William qui va nous parler de sa caméra à photo à pellicule. Donc, merci et bonne journée.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission À découvrir. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. William Veilleux qui va nous parler de sa caméra. Bonjour William. Mais salut Adia, ça va bien? Ça va, merci. Ben oui. Sans plus tarder, on commence avec les questions. J'aimerais que vous nous expliquiez un peu, que vous nous parliez plus de votre caméra. Ouais, ben dans le fond, cette caméra-là, c'est ma toute première caméra que j'ai eue à vie. C'est une caméra photo à film, donc à pellicule. Puis, petite anecdote courte, j'étais à New York, puis je voyais tout le temps la caméra de mon père, qui était une caméra qui vaut beaucoup plus cher, c'était dans les 1000 $ un peu. Puis, vu que j'étais très jeune dans ce temps-là, il ne me trustait pas avec cette caméra-là. Fait qu'il est allé à un dépanneur, puis il m'a acheté cette caméra-là. Puis il a dit, tu vas payer des photos avec ça. Puis, depuis, j'ai gossé avec, puis j'ai tombé en amour avec la caméra. Parfait. Vous pouvez peut-être donc nous expliquer un peu le fonctionnement? Dans le fond, le fonctionnement, c'est un petit peu différent d'une caméra digitale où la lumière va transformer en comme chiffre, un peu, comme une caméra numérique. Dans le fond, la manière que ça va fonctionner, c'est que tu as une pellicule à l'intérieur de ce petit boîtier-là qui est jaune. Puis, quand c'est exposé à la lumière, ça va prendre les effets négatifs, puis ça va les imprimer dans la pellicule, sur des petits points. C'est comme des petits points qu'il va avoir. Puis, ces petits points-là, dans le fond, après ça, on va les faire développer. Comme on peut voir ici à l'image un peu les étapes, là, c'est en premier, on prend la photo, ça s'enregistre. Après ça, ça se développe, puis c'est une réaction chimique qui va se produire, puis là, on a une photo. OK, parfait. Mais après toutes ces années, vous utilisez toujours cette caméra? Malheureusement, elle est décédée il n'y a pas longtemps. Parce que dans le fond, les films qu'elle utilise sont discontinués. Donc, c'est plus ce modèle-là qu'ils font. Fait que j'ai pris mes dernières photos avec cette semaine. Mais avant, je l'utilisais. Maintenant, j'en ai une nouvelle. Parfait. Mais à votre avis, pourquoi utiliser une caméra à film si de nos jours, les caméras digitales, elles existent? Dans le fond, c'est vraiment personnel à chacun, mais dans le fond, avec une caméra numérique ou digitale, comme tu dis, tu peux prendre 500 photos, te tromper le nombre de fois que tu veux, puis tu peux quand même avoir ton bon shot. Tandis que caméra à film, c'est 30 takes au maximum. Tu sais, c'est vraiment... Puis ça a aussi une texture qui est différente d'une caméra numérique. Puis c'est vraiment toute la préparation puis le concept. Je trouve que c'est beaucoup plus gratifiant de prendre une belle photo avec un appareil comme ça que juste un appareil numérique. Parce que là, c'est la préparation, le temps, l'exposition, c'est plein de choses que tu as pensé que tu ne penserais pas nécessairement avec une caméra digitale. D'accord, mais je suppose quand même que vous n'êtes pas le seul à utiliser ce genre de caméra. Est-ce que vous croyez qu'il y a comme une communauté qui utilise toujours? Ouais, non, mais c'est ça. Dans le fond, dans les dernières années, la communauté a vraiment augmenté parce qu'il y a des YouTubers comme William Verbeek ou c'est Joe Greer. Si je ne me trompe pas, c'est vraiment deux gros YouTubers qui font, c'est ça, des vlogs avec la caméra, puis ils se promènent. Puis dans les dernières années, ça a vraiment augmenté, là. Puis depuis ce temps-là, dans le fond, les caméras comme Fujifilm, les marques comme ça, il fallu qu'ils refassent leur stock de films parce que le monde en demandait trop. Tellement que c'était rendu populaire puis c'était rendu gros. Fait qu'il y a vraiment une communauté qui commence à se build up. Puis c'est comme un peu revenu à la mode parce que c'est vintage un peu. Genre. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. C'est vraiment... c'est revenu à la mode, quoi. Parfait. Et pour les gens qui nous regardent, peut-être, ils seraient intéressés de savoir où est-ce qu'ils peuvent trouver comme ce genre de caméra? Dans le fond, tu as différents types de caméras. Tu as les caméras qui sont jetables, où est-ce que c'est juste, tu prends 30 photos, tu fais le développer, puis tu jettes la caméra après. Ça, tu peux trouver ça pas mal dans tous les dépanneurs, Jean Coutu ou ces choses-là. Des caméras comme ça, c'est pas mal plus des shops un peu de caméras vintage. Tu peux en trouver au Village des Valeurs ou des choses comme ça aussi, là. Parfait. Merci beaucoup pour vos informations. Malheureusement, on arrive à la fin de notre émission. On vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va recevoir un autre invité qui va nous parler d'un autre sujet. Merci, au revoir.
Bonjour et bienvenue à l'émission Pas tant de choses, l'émission où on découvre un objet spécial avec un invité spécial. Puis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Nathaniel Buisson. Salut Nathaniel Buisson. Bonsoir, bonsoir. Fait que dans le fond, je voulais savoir, là, pour commencer, parle-nous un peu de ton objet que tu viens nous présenter aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, je vais vous présenter. Ben, ça, dans le fond, c'est un album vinyle de la saison 3 de Stranger Things. C'est juste la saison 3? Ouais. Ok. Ben, j'ai la saison 1 puis 2 chez nous. Mais ça, je trouve que c'est la meilleure soundtrack en toutes les saisons. Ok. Puis, ben, c'est ça, c'est une série pour moi qui est vraiment bonne. Puis, vu que c'est basé dans les années 80, il y a beaucoup de sons qu'on n'entend pas vraiment à la télé de nos jours. Là. Ouais. Fait que c'est ça. C'est pour ça que j'ai amené ça aujourd'hui. C'est sûr, genre, il y a déjà, comme tu le vois, juste en le regardant, c'est vraiment un look vintage. Là, Ouais. c'est les vieilles années. Comme on peut voir, il y a, Ok, ouais, il y a du artwork vraiment Ok. cool dedans. Puis ça, dans le fond, ça, c'est le monstre de la saison 3. Ouais, Ok. c'est ça. Puis depuis quand tu possèdes cet album-là? Depuis 3 ans, je l'ai eu à Noël en cadeau Ok. du Père Noël. Puis c'est ça. C'est genre, je pense que c'est mon album que j'écoute le plus sur ma table tournante. Tu l'écoutes régulièrement? Ou... Ouais, ouais, OK. souvent. Puis qu'est-ce qui rend cet album-là si spécial pour toi? Ben, comme je disais tantôt un peu, la soundtrack de Stranger Things, c'est vraiment quelque chose de différent qu'à ce qu'on entend dans les autres films ou dans les autres séries. C'est plus vintage, genre? C'est plus vintage, puis il y Ok. a beaucoup de sons de synthétiseurs, puis des sons bizarres un peu qu'on n'entend pas souvent. Ouais. Comme, puis c'est aussi des thèmes, tu sais, souvent on écoute des films où tu sais, t'entends qu'il y a de la musique, mais genre, c'est plus en background. Là. Qui ont, Mais ça, tandis que là-dedans, genre, t'as vraiment, c'est plus en foreground. Souvent, t'as de la musique pour décrire des moments, genre quand ils sont dans l'upside down, mettons. Fait que genre, ça te met genre dans l'ambiance. dans l'ambiance, OK, Yeah. ouais. Fait que c'est ça. Puis aussi, si on peut checker un peu l'artwork, là, c'est une des raisons qui rend vraiment spécial. C'est que d'habitude, les 10 vinyles sont... OK, ouais, fait que c'est vraiment dessiné dessus. Ouais. Ça, c'est l'artwork principal de la saison 3, dans le fond, les feux d'artifice. Là. D'habitude, les 10 vinyles, c'est juste noir. C'est ça, Puis, parce que dans la saison 3, c'est vraiment basé un peu sur la thématique, les feux Yeah. d'artifice. Puis aussi, sur l'artwork, on voit les personnages. Il y a deux disques, fait que c'est vraiment cool. Sais-tu sur quelle année c'est basé cette saison-là en particulier? 85, je pense. 85? Ouais. OK. Fait que, Puis, mais pourquoi t'aimes les soundtracks de Stranger Things? C'est ben, vraiment juste à cause des sons, puis ouais, des sons, puis ça te met dans l'ambiance, puis c'est vraiment différent. comme on peut voir, il y a vraiment beaucoup de titres aussi. Là. Fait que c'est ça, il y a beaucoup de titres. Puis je trouve les composeurs, Carl Dixon puis Michael Stein, sont vraiment bons. Puis genre chaque saison, ils composent la musique de la série. Puis c'est ça, c'est original, puis t'entends pas ça souvent. Ça te fait rappeler un peu des années, comme si t'écoutes des films des années 80, genre Back to the Future, ou Ouais. des vieux films de même, t'entends beaucoup plus de sons comme ça qu'on entend moins aujourd'hui. Fait que là, c'est comme un peu comme un throwback dans ces années-là. Ben, sais-tu, parce que tu sais, dans le temps, eux faisaient leur musique avec des vrais instruments, puis pas Ouais. tant l'ordi. Est-ce que c'est vraiment avec des vrais instruments, ça, ou c'est vraiment fait à l'ordi? C'est beaucoup à l'ordi. Mais tu sais, ils ont des synthétiseurs, OK. mais ils font tout avec les synthétiseurs. Fait que les sons viennent de l'ordi, je pense. OK. Mais c'est ça, ils jouent pas vraiment avec de violon, c'est vraiment juste synthétiseur. Puis c'est ça, c'est original comparé à Ok. certaines d'autres œuvres. Puis t'en as-tu d'autres comme ça? Tu sais, t'as-tu... Ben ouais, comme je disais, j'ai la saison 1 puis 2. Je vais me procurer la saison 3, mais sinon, il y a d'autres films, c'est sûr que j'aimerais savoir la En soundtrack ou les films que t'as? Les soundtracks. OK, les soundtracks. Les 10 vinyles comme ça, c'est juste que je les ai pas amenés. Là. OK, fait que Il y t'en a as d'autres. Ouais, il y a d'autres films que j'aimerais ça avoir aussi là, pour ça. Puis, All right. Bon, ben écoute, c'est malheureusement la fin de l'émission. Merci à toi d'avoir participé. C'était vraiment le fun. On en a appris plus sur le disque. merci de m'avoir invité. Restez des nôtres, par exemple, parce que nous allons accueillir Samuel Blouin qui va nous parler de sa longboard. Donc, restez avec.
Bonsoir, bonsoir, tout le monde à la maison. Bienvenue à notre émission hebdomadaire de démonstration. Aujourd'hui, c'est Nathaniel, je serai votre animateur. Puis c'est avec mon honneur que nous accueillons l'invité suivant, Samuel Cournoyer, qui vient nous parler de son skateboard. Bonsoir, Samuel. Allô? Ça va bien? Ouais, toi? Bien, merci. Peux-tu me parler un peu, dans le fond, c'est quoi l'origine du skateboard moderne? Ben, dans le fond, le skate, ça a commencé il y a quand même assez longtemps. Ça a commencé par des surfeurs qui voulaient, quand il n'y avait pas de vagues ou les températures n'étaient pas belles pour aller faire du surf, ben, ils ont transformé ça, ils ont emmené ça à la rue. Mm. Fait que c'est de là que ça a commencé. Ça a commencé par des surfeurs à mettre ça à la rue, aussi des enfants qui faisaient de la trottinette dans le temps, puis ils enlèvent les poignées, puis ils transforment ça en skate avec des boîtes, puis des planches, puis c'est ça. Ah, c'est cool. Ouais, c'est sûr. Il existe-tu, genre, différentes sortes de skate? Ouais, comme il y a il y a quelques sortes là, connues. Là. Dans le fond, il y a comme, mettons, ça c'est le skate plus de parc. Ou sinon, il va y avoir, mettons, le longboard aussi, que pour des gens, j'ai une longboard. Ah ouais? Sinon, il y a plein d'autres, comme, il y a plus comme un cruiser, genre, qui est comme un mix des deux, ou genre un pennyboard, qui est comme, pour les filles, genre, un peu, puis... Comme on peut voir à l'écran, il y a vraiment du beau artwork en arrière. Là. Il y a plein de couleurs. Ah, mais là, il est pété un peu, là. Ouais, mais c'est pas beau. fort. Ouais. Puis c'est quoi les différentes marques de skate genre, les plus connues? Ben, dans le fond, les marques, il y en a plein, là. Il y en a vraiment plein, là. Puis la plupart sont là depuis vraiment longtemps. Je pense, ça c'est une chocolate, je pense, mais sinon il y a plein de marques locales, genre, ils vont coûter peut-être moins cher. Okay, ouais. Mais ouais, il y a plein de marques. Si tu vas sur Internet, n'importe quelle marque que tu pognes, c'est vraiment de la préférence, là. Tu sais, souvent ça va coûter plus cher, mais tu peux juste skate local, puis ça revient moins cher. J'imagine la qualité des bearings, puis genre la board, ça fait en sorte que ça peut être plus cher. Ouais, ben la deck, la board, c'est la marque. Bon, en général, tout ce qui est un pro model, un pro deck, c'est pas toute la même affaire. Là. Tu veux juste pas acheter une board au Walmart. Ouais. C'est quoi les différentes composantes du skate? Dans le fond, je sais pas, on peut checker, mais ici, il y a le grip tape, qui est ce qui fait que tes pieds ils peuvent rester sans te planter. Tu as les vis aussi, qui sont les affaires bleues, qui permettent d'attacher tout ensemble. Si on va en dessous, ici, il y a les trucks qui tiennent la deck aux roues. Il y a les bushings qui sont là, en plus petits, c'est ce qui permet de faire tourner la skate quand tu mets du poids, les roues, les bearings. OK. Fait que c'est tout ça ce qui crée une board. Fait que quand tu veux t'acheter un setup, ben t'achètes pas mal les pièces séparées, puis comme on peut voir, t'as des rails et tout, là, avec ça. Okay. Ouais, ben l'autre sont... ça fait longtemps que je les ai. Tu skates-tu souvent, mettons? L'été, j'essaie. L'hiver, j'essaie de snow skate, là. C'est l'alternative pour l'hiver, puis ça tient en forme, mettons. OK. Y a-tu différentes grandeurs de skate? Ouais, dans le fond, mettons, dépendamment de ton âge puis tes préférences, tu peux skater comme du 8 ou du 8.25, whatever. Okay. Ça, c'est la largeur de la planche. Fait que comment large elle est. Ouais. En général, mettons, c'est pas vraiment relié, mais si t'as des pieds immenses, ben tu vas pas nécessairement skater genre du 7.75, genre, parce que là, t'as l'air d'avoir une deck d'enfant, genre. Yeah. Mais ouais, tu veux t'adapter à... C'est vraiment toute la préférence, là. Ouais. Puis combien est-ce qu'il a coûté ton skateboard, mettons? Ben, une planche aux États, mettons, c'est peut-être genre 60$. Au Canada, c'est plus cher, peut-être comme 80$. Puis tout combiné, ben, je me rappelle plus, là, ça revient peut-être à 150$. Puis mettons, sur une échelle de 1 à 10, là, toi, tu te situerais où? Mettons 10, non, mettons 1, c'est moi, genre, comme je touche à une skate puis je tombe. Okay. Puis Tony Hawk, c'est 10, genre, t'es où? En skate, je me mettrais peut-être... Ah, ben excuse-moi, mais c'est malheureusement tout pour aujourd'hui. Merci Samuel de nous avoir présenté ton skate. Puis c'était vraiment intéressant. Puis merci à vous de la maison d'être resté ici. Restez à l'affût parce que semaine prochaine, on vous présente un nouvel invité. Donc, bonne soirée.
Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Au 19e. Aujourd'hui, je suis accompagné de Gabriel qui va nous parler d'un sujet assez spécial. Je vois que tu as apporté des petits bijoux à nous présenter aujourd'hui. Mon nom est Samuel, puis on va faire un bon show. That's it. C'est mes bébés, ça. Yes, ça va bien? Ben oui, toi. Yes. Fait que pourquoi tu nous as apporté ces objets? Pourquoi tu as choisi ça? Premièrement, parce que je m'ennuie beaucoup de jouer. Malheureusement, on est au Canada, fait que l'hiver, je peux pas vraiment jouer. Puis je suis toujours là dans mon salon en train de pratiquer mon swing, même si je peux pas. Fait que c'est ça, j'ai choisi mes 2 bâtons préférés aujourd'hui. Dans le fond, ça c'est mon bois de départ, puis mon fer 56. Est-ce qu'il y a pendant l'hiver des places pour aller swinger à l'intérieur? Dans la région, j'en connais juste 2. Il y a le Terminus à Hull ou le Mulligan à Templeton. C'est comme des genres d'écrans que tu peux juste simuler comment tu joues. C'est pas vraiment accurate, mais pour pratiquer ton swing, c'est vraiment bon. Tu sais, j'allais là-bas. Ouais, dans le fond, j'y vais la semaine prochaine pour ma fête. C'est comme, c'est quand même dispendieux, dépendant des places, fait que j'y vais une fois de temps en temps. OK, nice. Puis, c'est ça. Ben, dans le fond, tu as 2 sortes de bâtons, je pense. C'est pas la même affaire. T'en as un gros. C'est quoi la sorte, mettons? Ben, dans le fond, ça, c'est ton pas de départ. Fait que, mettons que tu joues sur un par 4 ou un par 5, tu vas toujours débuter avec un bâton comme ça, parce que c'est lui que la balle va avoir une plus grande distance. Puis lui, c'est plus pour les coups plus proches. Donc, à l'intérieur, mettons, d'un 110 verges. Tu vas utiliser ce bâton-là, dépendamment de l'approche que tu as besoin pour la coupe. Qui fait que lui, c'est ton premier? Ouais. Lui, c'est lui que tu... Tout le temps. Ben, pas tout le temps, parce que, tu sais, mettons, tu joues sur un plus petit terrain, ça se peut que ta balle aille plus loin. Fait que c'est les seuls temps que je l'utiliserai pas, mais sinon, presque tous les trous, je l'utilise. Puis ça, c'est sûr que tu peux pas créer ça. Je sais, moi, y a-tu une place en particulier? Je sais que tu peux te faire genre, des bâtons custom, whatever. Un de mes amis joue au golf, il s'est fait un set, puis ça a coûté super cher, whatever, mais il l'a tout fait pour lui. Ouais. Fait qu'à gars, c'est des places un peu spécialisées. Ben, dans la région, je connais juste le Golf Town qui va faire ça. C'est vraiment les meilleurs. Je vois pas vraiment d'autres places pour magasiner. Je sais qu'il y en a comme des places un peu comme le Sport Expert, mais c'est vraiment des bâtons d'entrée de gamme, si on veut. Mais comme au niveau que je suis rendu, j'ai besoin de quoi d'un peu plus solide. Fait que c'est comme ton ami, je vais faire acheter mes bâtons moi-même. OK. Fait que je suppose que t'en as d'autres, genre, si tu... Ouais, non, c'est sûr. C'est juste 2 de ma collection, mais c'est mes 2 principaux parce que je te dirais que à chaque partie, je vais utiliser ces 2-là les plus souvent. Autre que le putter qu'on utilise tout le temps à la fin sur le verre. Là. Puis, t'as-tu déjà partagé, t'as-tu déjà prêté ces bâtons-là? Est-ce que comme tu passes? Parce que je suppose que moi, si je payais autant cher pour des bâtons, je serais peut-être pas tendance que d'autres personnes les utilisent. Pas ceux-là. J'avais un vieux stock que je passais, mais là, vu que c'est mes nouveaux bâtons, c'est un peu comme mes bébés, je préfère ne pas les passer à n'importe qui. Il y a juste mon père qui peut y toucher, sinon ça reste dans le sac. Là, on voit à l'écran, c'est marqué Cobra, qui est une... Je suppose c'est quoi? Ça, c'est la marque? Ça, c'est la marque de mon driver, dans le fond. C'est une marque qui est un peu en expansion. Avant, c'était pas tellement connu. Mais aujourd'hui, il y a des grands noms qui ont signé avec eux. Pour les fans de golf, il y a Bryson DeChambeau, qui est très populaire, qui est signé avec eux, qui est vraiment en train d'amener la marque à un autre niveau. Fait que ça, c'est worldwide? Oui, worldwide. Ça va autant en Asie qu'en Europe qu'en Amérique. Nice. Est-ce que, I guess, c'est une marque, ça doit coûter cher, quand même? Comme, pas coûter cher, mais comparé aux autres, Ben, vu que c'est une marque un peu plus récente, les bâtons vont être un peu plus raisonnables, mais ça reste quand même, c'est un bâton à 500 $. C'est pas donné quand même. Non, c'est vrai que c'est ton seul Cobra. Dans ta caméra, mettons, ces 2-là que tu as apporté, est-ce que les autres, c'est toutes de cette marque-là? Ou oui, dans le fond, toutes mes autres fers, c'est de la marque Cobra. J'en ai à peu près 7. Puis ça va d'un fer, je pense que j'ai le fer 6, 7, 8, 9. Puis mon pitching wedge aussi qui est de la marque Cobra, que j'ai eu justement l'année passée. OK. Bon, ben, c'est vraiment intéressant. Mais malheureusement, c'est tout le temps qu'on a aujourd'hui. Alors, la semaine prochaine, on se revoit à la même heure, à la même émission. On va accueillir Antoine qui va venir nous parler de son casque de vélo montagne. Alors, vraiment, soyez là, puis ça va être une autre belle émission la semaine prochaine.
Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à l'émission Démonstration. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir M. Antoine Giasson qui viendra nous parler de vélo de montagne. Alors, sans plus tarder, comment ça va, Antoine? Ça va bien, toi, Gabriel? Ça va super bien. Fait qu'on commence ça tout de suite. Depuis quand que tu as ce casque-là? Ça va faire bientôt... ça va faire 3 ans cette année. Je l'avais... Dans le temps, je travaillais dans un magasin de vélo, donc avec mes rabais, évidemment, j'ai pu me le procurer. Fait quoi, c'est ça, ça va faire environ 3 ans que... C'est une belle pièce. Oui. C'est quoi qui est spécial pour toi, ce casque-là? Pourquoi tu nous l'amènes aujourd'hui? Il m'a sauvé la vie une couple de fois, je te dirais. Là, il est tout scratché, il y a encore... Je vois les feuilles. Il y a encore des feuilles dedans. Feuilles d'automne. Exact. Il est plein de boue, là, puis... Ouais, même mes lunettes sont cassées depuis un récent... un accident que j'ai eu à la fin de la saison. Mais ce qui est spécial de ce casque-là, c'est qu'il est modulaire. Toute la partie en bas, la mâchoire, elle s'enlève. Fait que dans le fond, tu peux mettre la partie dans ton sac à dos. Quand tu montes, comme ça, t'as pas les joues écrasées, puis t'as pas de misère à respirer. Et quand tu arrives au top, tu remets ta mâchoire pour descendre. Beaucoup plus sécuritaire. Ouais, exactement. Nice. Puis pourquoi on a besoin d'un casque avec une mâchoire en vélo? Quand tu montes en niveau dans le vélo montagne, le danger augmente aussi. Donc, tu vas faire des plus gros jumps, tu vas aller beaucoup plus vite, tu zigzags à travers les arbres. Fait que c'est pour ça que ça devient vraiment important d'avoir une mâchoire parce qu'il y a beaucoup de coups que tu peux prendre directement de l'avant. Puis même si tu as une palette ou le devant du casque un peu ici, ça ne protégera pas ta mâchoire. Là. Ça va vraiment venir cogner devant moi. C'est intéressant, mais je pensais que quand tu avais juste un impact sur un casque, c'était déjà fini. Oui, là, c'est ce qu'ils disent. Là. Si on lit dans mon casque, c'est ça que ça va dire aussi. Mais tu sais, au prix de ce casque-là, c'est un casque à comme 650$. Oh, wow, OK. Au nombre d'accidents que tu peux prendre par une saison, ça coûte très cher de casque. Là. Fait que... Puis tu t'es jamais cogné la tête assez pour... j'ai pogné un gros crash il y a 3 ans à Whistler qui m'a bien sonné. Là. Il y a encore des vestiges de scratch sur le côté, ici, sur le bord de la palette. Mais il est encore bon pour encore une autre saison, je pense. Ça, c'est-tu ton premier casque que tu as depuis que tu fais du vélo de montagne? Ou non, ça fait quand même... j'ai eu 4 autres casques avant. OK. Celui-là, j'utilise pas mal juste dans ce format-là. Mais je vais te montrer comment... Dans le fond, il y a des... Peux-tu le mettre? Ouais. Attends, comme dans le fond, juste comme ça avec la mâchoire. C'est bon, c'est le casque. Puis autour, il y a des clips. Comme ça. Et voilà. Fait que ça s'enlève de même. Fait que la mâchoire, tu peux la mettre dans ton casque. Puis l'autre partie est sur ta tête comme ça. Ça a l'air d'un vrai. Exactement. Fait quoi? Puis ça, les lunettes, est-ce que c'est obligatoire ou tu les mets pas à chaque fois? Je les mets pas à chaque fois. Là. Admettons qu'une journée bien ensoleillée, que je vais pas trop vite, je me promène juste avec mes amis. Je vais pas les mettre parce que ça vient vraiment tout bloquer. T'as aucune air qui rentre dans ton visage. Puis c'est quand même... Moi, je trouve ça quand même désagréable. Mais admettons, une grosse journée boiteuse, là, que tu roules vite. C'est là que tu vas les mettre parce que de la boîte dans les yeux, il n'y a rien de moins le fun quand tu vas très vite. J'en doute pas. Mais ça, c'est pas des lunettes de ski? C'est des lunettes de ski ou de vélo de montagne? Non, c'est des lunettes de vélo de montagne. C'est le même modèle. C'est pareil qu'une lunette comme de motocross, on pourrait dire. Là. Ah, nice. C'est fait Parfait. plus large. Écoute, c'est tout ce qu'on pouvait savoir aujourd'hui sur le vélo de montagne. Merci d'être venu en studio avec nous. Ça fait plaisir. Restez avec nous. La semaine prochaine, on a Gabi Luard qui viendra nous parler de ses souliers de basket. Fait que restez des nôtres puis on se retrouve après la pause.